Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Amis téléspectateurs, internautes, bienvenue dans Point Hebdo, votre magazine qui fait la revue de l'actualité communautaire, nationale et internationale, tous les samedis à partir de 20h15. Nous sommes aujourd'hui le samedi 24 mai 2025. Nous avons 3 sujets. Le démarrage des examens à grand tirage, c'était le CEP, le BPC dans quelques jours et le bac après. À grand tirage, objectif 0 tricherie. On a un expert de l'éducation sur ce plateau qui va nous donner des informations également, qui est responsable de la plus grande et prestigieuse école islamique en Côte d'Ivoire. Le deuxième sujet, c'est fusillade à la Maka, nécessité d'une mutation des mentalités. On va en parler sur ce plateau, donner notre point de vue. Et rapport sur les frères musulmans en France, comme vous le savez depuis jeudi, il y a un gros document documenté qui a été argumenté par l'État français à travers le Conseil national de la sécurité, la prélude en pression sur les musulmans de France. Nous nous posons la question et ça fait craindre beaucoup de choses en France. On peut en parler. Je suis avec Imam Alioune Touré. Imam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci encore d'être là. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes imam, en même temps sociologue et écrivain. Nous avons Eladj Moussa Sangaré. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes juriste et coordonnateur du groupe, de l'ensemble des groupes scolaires Hiné. Il semblerait qu'il y ait une école à Boundiali qui fait partie maintenant du groupe Hiné. Parfaitement, parfaitement. C'est un don d'un frère de la communauté qui avait un terrain déjà construit avec 2 bâtiments et qui les a offerts fils Abilillah à la communauté musulmane. Donc, c'est rentré dans le giron de Hiné comme établissement Hiné. Nous travaillons donc à le mettre au même standard que les autres écoles. Inch'Allah. Ça va faire combien d'établissements maintenant? 6 établissements, Inch'Allah. Donc, ça va continuer pour qu'on puisse prendre tout le pays. Ouvrir. Et nous avons avec, je ne vais pas dire standing ovation, Dr Nourdine Oyowole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Après la soutenance, nous sommes très heureux de vous avoir sur ce plateau. Merci, le plaisir est partagé. Et je rappelle que vous avez soutenu ce mardi à l'université Félix Houphouët-Boigny. Vous êtes désormais un communicologue, expert en communication, écrivain. Et puis voilà, nous sommes très heureux. Félicitations. Merci beaucoup. Kalamet la Baraka, on a relayé ces informations-là sur les ondes de la radio et de la télévision. Merci. Mais un mot à l'endroit. Non, c'est tout mérité. Je crois que c'est le summum d'un parcours. Oui. Voilà, c'est l'aboutissement d'un parcours parallèle à un statut. Parce que moi, je l'ai connu professeur de mathématiques. Oui. Aujourd'hui, je le connais comme communicologue. C'est son professeur qui a dit, professeur Blé. C'est aussi l'expression... Qui n'est pas communicant, mais le communicologue. C'est aussi l'expression d'une résilience de l'homme. Oui. Parce qu'effectivement, tout prof de mathématiques qu'il était, je l'ai connu à piger, et je le voyais prendre les cours du soir. Donc, vous voyez, ce n'est pas maintenant. Et je pense que ce n'est que mérité qu'il arrive au summum de cette formation. De ses ambitions. Merci à tout le monde. Inch'Allah. Et puis il a eu des appels du haut sommet pour le féliciter. En tout cas, nous encourageons. Et qu'Allah facilite la suite. Amin. Et qu'Allah ouvre beaucoup de portes après la soutenance Dr Nourdine Oyowole. Donc messieurs, c'est parti pour 52 minutes de débat et d'éclairage à l'endroit de nos téléspectateurs qui sont déjà nombreux à nous suivre sur Internet. On va commencer par le premier sujet, démarrage des examens à grand tirage. Objectif 0, tricherie. On va suivre ce reportage de Amara Diarasouban. On se retrouve juste après. Groupe scolaire Cocody Sud, il est 8 h ce lundi matin. C'est ici que la ministre de l'Éducation nationale, Mariétou Koné, donne le coup d'envoi des examens du certificat d'études primaires et élémentaires. À son arrivée, elle est accueillie par le premier magistrat de la commune, Jean Makiassé. Ensuite, direction les salles de classe. Après les formalités d'usage, les épreuves peuvent commencer. Mais avant, la patronne du ministère de l'Éducation nationale invite les candidats à tourner le dos à la tricherie. Le message, comme d'habitude, c'est non à la tricherie, mais je pense que les enfants l'ont bien intégré. Parce que vous avez vu dans les salles, chacun a déposé ses bagages très loin. Et voilà, je voudrais souhaiter bonne chance à chaque élève et que les examens à grand tirage 2024-2025. Les quelques dysfonctionnements constatés dans le déroulement de l'année scolaire n'ont pas entaché la qualité de l'enseignement, rassure la ministre de l'Éducation. Nous sommes satisfaits parce que c'est vrai que cette année, il y a eu quelques mouvements. Et l'année s'est quand même terminée normalement, donc encore une année normale.
parce que le canton Mouré a été atteint. Et je voudrais saluer les enseignants. Les candidats, quant à eux, se disent prêts à affronter les épreuves, à l'image de Tousséa Méa et Traoré Mohamed. Je me sens prêt. Je pourrais être concentré jusqu'à la fin aussi épreuves. La proclamation des résultats du CEP est prévue le lundi 2 juin 2025. Voilà, retour ici au studio Cheikh Aboubakar Fofana. On va commencer par notre expert. C'est vrai qu'il est juriste, mais j'ai le plus grand et la plus grande école prestigieuse islamique en Côte d'Ivoire, INE. Alors, monsieur le directeur, un commentaire d'abord de ce que a dit madame le ministre, et puis de façon globale, comment les examens se sont déroulés? Alors, je pense que lorsqu'on va aux examens, la première des choses, c'est de se rassurer que les programmes sont achevés. Les évaluations en cours d'année ont été convenablement effectuées, ce qui fait que les enfants seront prêts pour les évaluations finales, puisque en fait, comme on le sait, le certificat d'études, c'est une évaluation certificative, donc qui vise à dire que l'enfant a acquis toutes les compétences qu'on attend de lui pendant l'année scolaire. D'une manière générale, je pense que les choses sont allées dans le bon ordre et les enfants sont parfaitement prêts pour aborder ces épreuves. C'est heureux qu'après qu'on ait connu quelques soubresauts vers la fin de l'année, qu'on arrive à faire cette évaluation-là, pour ce qui concerne donc le certificat d'études primaires élémentaires. Maintenant, la question qu'on peut aborder ici, c'est d'abord de savoir, de travailler un peu plus, je veux dire, sur la crédibilité des examens que nous avons. Voilà, parce que l'examen du CEP, c'est le premier examen scolaire auquel un enfant est confronté. Ce que nous constatons, c'est que des enfants qui obtiennent le CEP, quand ils arrivent en 6e, avec un certain nombre de points, vous avez l'impression qu'ils n'ont rien appris à l'école primaire. Donc, comment se fait-il? Ils ne savent ni lire ni écrire. Wow. Oui, ça je peux vous le dire. Et vous verrez, des enfants qui ont 145 points au CEP se retrouvent au collège, ne savent pas lire, ne savent pas écrire. Nous, on fait toujours un test diagnostique quand les élèves arrivent chez nous. Tous les élèves qui arrivent chez nous du CM2 font un test diagnostique pour nous permettre de savoir quelles sont les aptitudes de l'enfant en écriture, quelles sont ses aptitudes en lecture. On se rend compte que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais il n'y a vraiment rien à dire. En réalité, ce qui se passe, c'est que les inspections primaires s'organisent d'une certaine manière en dehors des caméras pour donner des coups de pouce à certains enfants dans les salles de classe. Voilà. Moi, je sais que mon fils, qui était candidat au CEP et qui avait composé dans une épreuve, m'a dit après que papa, j'ai fini premier à la composition, c'est-à-dire il a été le premier à finir son épreuve, mais qu'après qu'il ait fini, qu'il y a quelqu'un qui est venu pour donner les résultats aux autres. Bon, donc, vous voyez, il y a ça, mais personne ne peut parler de ça. Et cette situation fait qu'il y a une compétition interne qui ne dit pas son nom, qui fait que les gens ont tendance à aider les enfants pour avoir des gros résultats. Finalement, lorsqu'ils entrent au collège, ils ont beaucoup de difficultés. Inch'Allah. Alors, Imam, votre analyse de ce que Madame le ministre a dit et votre constat de ces examens à grand tirage, c'est vrai qu'au début, c'était pas évident, avec certains soubresauts, comme l'a dit Eladjo Moussa Sangaré. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa salatu wa salam ala rasulullah. Effectivement, alhamdulillah, on peut remercier Allah subhanahu wa ta'ala parce que on avait un peu craint pour l'école ivoirienne quand il y a eu beaucoup de mouvements. Notamment, il y avait vraiment eu les gens campaient sur leur position et c'était quand même assez violent. Quand on entendait les enseignants, on se disait que franchement, cette fois-ci, on irait à un affrontement, un blocage ou autre. Et alhamdulillah, les esprits se sont apaisés. Je pense aussi qu'il faut remercier les enseignants qui ont fait preuve de patriotisme et qui ont montré leur sens du devoir, du civisme. Et il faut aussi également féliciter le gouvernement qui, après les premiers faux pas, a reconnu son tort et est revenu pour partir sur de nouvelles bases en étant beaucoup plus souple et en montrant aux enseignants que, effectivement, leurs revendications sont véritablement légitimes. Voilà. En plus de cela, ce que
le document nous inspire, c'est la question de la tricherie. La question de la tricherie. Bon, à ce niveau, moi, ma lecture est la suivante. Chaque année, on prend zéro tricherie. Et chaque année, on déplore également. On espère que cette année sera l'exception et qui sera le nouveau départ vers une école qui soit exemple de tricherie. Mais ce que moi je peux constater, c'est que de façon générale, je pense que la tricherie existe parce que les organisateurs, le corps enseignant n'est pas rigoureux en matière de choses de surveillance et surtout de répression de la tricherie. Voilà. Parce que des enfants, des jeunes, et là je viens de donner monsieur le DG vient de donner son exemple. Nous, on a beaucoup d'autres exemples. Parce que souvent, certains élèves disent qu'ils sont contraints à tricher. Et puis bon, j'ai cru voir sur les réseaux sociaux l'année dernière, par exemple, les élèves de Hiné qui étaient pratiquement hués. En 2022. Voilà, en 2022, qui étaient hués par leurs amis. Parce qu'ils ont refusé de tricher. Voilà, qui disaient qu'ils empêchent les autres de tricher. Parce que quand ils sont dans une salle, et que il faut un consensus pour tricher, et que eux ils disent non, alors là, bon, donc pour cela on les a hués. Bon, vous voyez, je crois qu'il y a de quoi avoir de la fierté. Inch'Allah. Alors là, docteur, quel est votre constat? Et puis, en rebondissant sur ce qu'a dit notre expert sur le plateau, Elhadji Moussa, et puis Imam Alioune, qui est également enseignant. Et vous êtes vous également enseignant de mathématiques. Bien sûr. Le premier point, c'est d'abord au niveau institutionnel. On ne va pas revenir là-dessus. Je pense que les deux parties, hein, le gouvernement, les enseignants ont dû faire l'intérêt des enfants de l'école en avant pour qu'on y arrive. Mais moi, je voudrais dire qu'il faut saluer les enseignants qui ont mis de l'eau dans leur nyamakou, comme on le dit. Mais il faut que le gouvernement aussi ne traîne pas. Parce qu'il faut régler le problème. On est dans une phase de dialogue, de recherche, de solutions au problème de primes qui a été posé. Donc je pense que cette période d'accalmie et autres là-bas doit vraiment être mise à profit par le gouvernement pour qu'à la rentrée, vraiment on donne des solutions, une solution quand même qui ait une visibilité sur la question. Pour moi, c'est vraiment, on ne va pas revenir là-dessus, mais il faut que le gouvernement aussi y travaille pour que jusqu'à la rentrée, on ait une solution. Deuxièmement, c'est la question de la tricherie, comme vous le dites là. Bon, c'est vrai, on est dans une dynamique de renouveau de l'école ivoirienne. Après les États généraux, avec Madame la ministre Marietou, il y a beaucoup d'efforts qui sont déployés pour que l'école revienne. Dans ce sens, il y a la question de l'éthique. Et je pense que, vous savez, la tricherie existe partout dans le monde entier. Mais on prend des mesures pour qu'elles soient résiduelles. Et que même quand elles surviennent, la sanction soit implacable. Je pense qu'il y a déjà des mesures qui sont prises, mais il faut que dorénavant, s'il y a des cas de ce genre qui se produisent, qu'on puisse vraiment sanctionner de façon sévère. Parce que si on ne veut pas on veut avoir la paix, il faut que la sécurité soit assez forte. C'est la même chose. Donc si on veut avoir moins de tricheries, il faut que les institutions de répression et de surveillance soient suffisamment dures. Donc si on le fait, les enfants ils ne demandent pas à tricher. C'est les enfants, c'est les bambins, ils viennent composer. C'est les parents qui viennent bien, enfin, les plus âgés qui perturbent les enfants. C'est ça. Donc c'est là-bas qu'il faut agir pour que véritablement les gens aient peur de vouloir faire tricher aux enfants. Inch'Allah. Une question, messieurs. Je vois que quand on compare un peu certains établissements, on va dire que c'est IEP. Hein. Oui, c'est ça. Pourquoi les enfants doivent... Comment faire pour que ces enfants-là aient le même niveau pour aller aux examens? Parce qu'il y a les écoles publiques, il y a les écoles privées. Et puis pour que vraiment tous ces enfants-là aient les mêmes chances, parce que c'est un constat qu'on le fait. On est généralement les enfants issus, malheureusement, des écoles publiques sont moins formés. Pourtant, l'État déploie de grands moyens avec le corps enseignant, etc. On commence par vous. Alors, il faut faire une distinction, effectivement. Au niveau de l'école publique a les meilleurs enseignants. C'est indiscutable.
Le problème, c'est la motivation aujourd'hui. Est-ce que les gens sont suffisamment bien motivés pour former les enfants? Et puis, à côté de cela, il y a la conscience professionnelle liée elle-même. Est-ce que le travail qu'on fait, on apprend à le faire et à le bien faire? Ensuite, il y a un phénomène qui naît de plus en plus dans nos classes. Il faut être dans le milieu pour le savoir. L'usage du téléphone portable. Le professeur, le maître, pendant le cours, laisse les enfants en train de travailler et il est sur son téléphone portable. Donc, il n'a pas le temps de se consacrer à ça. Bon, ça, au niveau des écoles publiques, je pense qu'il y a une sorte de laxisme dans l'encadrement des enseignants. Dans leur suivi, il y a un relâchement de la part des autorités. Mais aussi, cela naît un peu du type de rapport qu'il y a entre les directeurs d'école et les instituteurs, qui des fois même estiment que le directeur d'école n'est pas leur supérieur hiérarchique, que leur supérieur hiérarchique, c'est l'inspecteur, par exemple, d'enseignement primaire. Ouais, c'est des débats comme ça, périodiques, des fois, quand vous allez sur les réseaux sociaux, que vous voyez. Mais, en réalité, il y a un problème d'organisation, de remise au travail et de suivi véritable au niveau des écoles publiques. Vous allez voir des écoles privées qui ont des enseignants moins bien payés que des enseignants du public, mais qui donnent de meilleurs résultats que les écoles publiques. C'est ça. Un autre problème de l'école publique que j'ai omis de soulever, c'est les effectifs en classe. Au nom de la scolarisation obligatoire, il y a une pléthore d'enfants que les maîtres sont obligés de recevoir. Alors qu'en CM2, une classe de plus de 50 élèves, déjà, ça pose un problème d'encadrement. Quel est le ratio, le bon ratio? Je crois que si on se réfère au texte de l'UNESCO, on a entre 45 et 55 élèves par classe. Entre 45 et 55 élèves par classe. Mais vous avez des écoles publiques où on va nettement au-delà. En zone rurale, c'est plus grave encore pour les écoles publiques, parce qu'en zone rurale, vous avez des écoles publiques où les enfants, en raison des activités saisonnières, agricoles saisonnières, les enfants désertent l'école et puis ils vont au champ avec leurs parents. Et le maître n'y peut rien. Alors donc, c'est clair que quand on regarde les résultats au niveau national, dans les écoles publiques, ce n'est pas ça. Mais au niveau de l'école privée, d'abord, il y a l'engagement parental. Celui qui décide d'envoyer son enfant à l'école privée, donc est prêt à mettre les moyens pour l'encadrement de l'enfant. Ça, c'est un. De deux, il y a le suivi, et je veux dire, oui, c'est ça, le suivi des directeurs d'écoles privées sur leurs enseignants. Le fait de chercher à vérifier leur ponctualité, leur assiduité, l'accomplissement de chaque tâche et tout ça. Ce rôle de supervision là est très bien assuré à l'école privée. Malgré la modicité de leurs revenus, ils arrivent à donner des très bons résultats. D'une manière générale, c'est-à-dire dans les deux cas, les mauvais résultats aussi, on peut les attribuer au fait qu'il y a un manque de maîtrise des programmes. Est-ce que le programme de l'APC aujourd'hui, il est suffisamment bien maîtrisé par les établissements? Est-ce que les formats d'évaluation admis sont suffisamment bien maîtrisés par les enseignants? Donc, question de dire qu'il y a un problème aussi de formation qui se pose. Alors, si tout ça est mis ensemble, vous allez voir qu'au niveau national, les effectifs seront équilibrés. Alors, comment faire maintenant pour renverser la vapeur? Elle a Nourdine et puis Imam Aliou. Mais je pense que si il a posé le problème, donc il faut le prendre pas à pas et les régler, leur donner des solutions. Par exemple, la question de la motivation. Vous prenez je prends un aspect. Par exemple, au niveau des enseignants, je pense qu'il y a quand même, comme il n'y a pas de pression, comme il a dit, ils n'ont aucune crainte du directeur, parce que peut-être qu'il n'a pas les moyens de les sanctionner comme il se doit, comme le ferait un directeur d'école privée qui, lui, a tous les moyens de te sanctionner. Vous voyez, déjà, donc, les inspecteurs ou bien les conseillers pédagogiques, quelle est leur rotation, j'allais dire la pression, leur niveau de pression sur les enseignants pour que, véritablement, ils fassent leur travail. Vous allez voir beaucoup d'enseignants qui ne font pas de fiches. Et, comme il a dit, il y a un laisser-aller. Donc, c'est la question de la pression sur l'enseignant pour qu'il sache que, effectivement, tout ce qu'il fait est bien dit, évalué autre là-bas pour que, véritablement, ils se disent qu'il faut que ce soit au travail. C'est ça. Il y a pas, tous les enfants ont la même intelligence, mais c'est la capacité des enseignants à mettre pression sur les enfants pour qu'ils travaillent. C'est ça qui fait la différence. Or, c'est la motivation, la conscience, tout ça qui permet à l'enseignant de se dire il faut que je mette pression sur les enfants. Et lui aussi, si l'enseignant n'est pas suffisamment conscient, mais si le supérieur hiérarchique n'a pas les moyens de coercition nécessaires,
comprenez que, bon, l'enseignant va faire ce qu'il veut. Voilà, c'est ça le véritable problème. On termine avec vous, à Lyon, on parle des enseignants, on peut dire les parents également ont une grande part de responsabilité. Oui, les parents ont leurs responsabilités parce que les parents devraient en principe être les relais des enseignants. Or, aujourd'hui, ce qu'on constate, les parents considèrent les enseignants comme le lieu de débarras, le lieu qui leur permet de se débarrasser de leurs enfants et de vaquer à autre chose. Alors, très peu sont les parents qui, après une journée harassante de travail, appellent son enfant et lui demandent « Qu'est-ce que vous avez fait ?» et qu'il essaie de vérifier un peu. Quand bien même il a les capacités intellectuelles et autres, mais ils ne le font pas. Il est fatigué, il est épuisé, ou bien bon, il y a d'autres facteurs qui font que les parents aussi ont démissionné. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les enseignants, terminé. Voilà, je pense que Laye Sangaré a bien situé les choses. Il y a le fait que c'est les conditions de travail. Les conditions de travail. Vous savez, être enseignant, ce n'est pas facile. Au bout de 5 à 7 ans de travail, un enseignant a besoin d'aller se recycler, de changer un peu, ou bien de faire une mobilité qui va lui permettre de passer à autre chose. Parce qu'à partir de ce moment-là, il commence à sentir qu'il fait toujours la même chose. La routine s'installe et puis le délaissement s'installe. Si vous le permettez, c'est une suggestion. Ça aussi, nous, on a été enseignants. Il est évident que quand vous avez fait 10 ans d'enseignement, mais il faut qu'il y ait un profil de carrière qui permette une certaine mobilité. Quand vous avez financé au bout de 10 ans... Je pense que dans les états généraux, ça a été dit, non? Voilà, non, mais il faut que ça soit effectif maintenant. Quand vous avez fini 10 ans, on peut vous permettre d'aller faire autre chose, de rentrer dans d'autres choses, vous voyez. Et ça va motiver les gens à venir pour dire au bout de quelques années, je sais que je peux avoir accès à d'autres emplois. Sinon, être enseignant toute sa vie, à un moment donné, vous n'êtes plus productif parce que cette routine-là, elle tue. Et comme il a dit, il faut saluer les enseignants au passage. C'est difficile d'être enseignant et c'est un métier assez difficile et ça a besoin de mobilité. Terminé? Oui, bon. Ensuite, il y a aussi la motivation. Hein? Bon, on n'a pas des conditions de travail, mais la motivation, ce serait que l'enseignant est quand même... parce que quand il pense que l'autre qui est dans les bureaux ont des primes et autres, hein? Et il faut donner aux enseignants des primes. Il y a des pays où l'enseignant est considéré comme le roi parmi les fonctionnaires. En Allemagne, dans les pays scandinaves même. Oui, en Allemagne et en Chine, les gens ne s'amusent pas avec l'enseignant. Il faut valoriser le métier d'enseignant. Il faut le donner. Autant du Boigny, qu'est-ce qu'il a fait? Les gens brillants allaient à l'enseignant parce qu'ils savaient qu'avec ces revenus-là, ils pouvaient bien se réaliser. Donc, il y a ça aussi. Sinon, aujourd'hui, on manque de professeurs de maths. Parce que ceux qui font les maths ou les physiques n'ont pas envie d'aller enseigner. Ils veulent être ingénieurs ou ils vont gagner plus d'argent. Et si on ne change pas la condition, d'ici quelques années, on n'aura plus de professeurs de maths. Merci, monsieur. On aura l'occasion d'en parler. On va aborder maintenant le deuxième sujet, Matka, fusillade à la Matka, nécessité d'une mutation des mentalités, suivant ce reportage de Sissi Bangali. Des tirs à balles réelles ont été entendus hier dans les rues du plateau. Ils ont fait plusieurs blessés durant le siège de la Matka. C'est l'Assemblée générale de la mutuelle d'assurance des taxis compteurs d'Abidjan, convoquée ce lundi 19 mai 2025 pour désigner un directeur intérimaire qui a tourné à l'affrontement, selon plusieurs sources sécuritaires. Des hommes armés non identifiés ont fait usage de balles réelles pour disperser des manifestants. Au lendemain de ce drame, 3 fêtières de propriétaires et conducteurs de taxis compteurs ont, lors d'un point, demandé l'implication de l'État dans la résolution de ce problème et aussi la réinstallation de l'ancienne direction. Notre activité dans laquelle nous mangeons, nous ne sommes pas des mendiants, contrairement à ceux qui sont en face. Nous vivons de notre activité. Et dans le désordre, notre activité ne peut pas prospérer. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous organisons cette rencontre pour demander à l'État, si rien n'est fait, d'ici 48 heures, nous allons agir et notre premier mot d'ordre sera d'arrêter le travail. La grève dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas une grève où nous arrêtons nos taxis compteurs et puis ceux qui sont taxis compteurs avec d'autres couleurs, mais qui n'ont pas les compteurs, vont circuler et puis ça va faire la promotion de d'autres. Parce que nous sommes déjà en 2 situations. La concurrence déloyale
Donc, nous parlons des soi-disant VTC qui ne le sont pas, et puis les taxis-compteurs. Donc, si on arrête les taxis-compteurs, nous considérons qu'eux aussi sont taxis-compteurs. Donc, ils ne vont pas circuler aussi. En tant que représentant des propriétaires des taxis-compteurs, on ne peut pas se tuer comme ça pour regarder. Par avant, nous avons dénoncé pour dire que nous ne sommes pas d'accord et nous demandons la réhabilitation immédiate de la direction de la MATCA avec notre DG Guédou Eli Ousmane. Afin de ramener le calme à la mutuelle d'assurance des taxis-compteurs, le ministère des Finances et du Budget a décidé de nommer en qualité d'administrateur provisoire de la MATCA, M. Diko Balamine. Retour ici au studio Cheikh Aboubakar Fofana, ce reportage signé Sissé Bangali dans une lecture de Tizon Ouattara. Et là, Nourdine, pourquoi chaque fois le bruit dans cette mutuelle, la MATCA, et puis même au niveau du transport, l'ancien directeur a été débarqué. Bon, on l'accuse d'avoir... ils ont mis un débat de nationalité, etc. Là n'est pas le débat. Mais pourquoi chaque fois il y a du bruit? Pourtant, ceux-mêmes qui travaillent sur le terrain sont désignés. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Votre lecture de la situation? Ma lecture est que, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est en train d'évoluer et le milieu du transport, ceux qui ont l'habitude de gérer, ne changent pas de paradigme. Alors que les paradigmes sont en train de changer. C'est-à-dire quand on regarde, on veut gérer le milieu comme si c'était une guerre de mafiosi. C'est-à-dire des clans mafiosi qui s'affrontent. Parce que mine de rien, il y a de l'argent dans le transport. Oui. Il y a beaucoup d'argent qui circule. Et chacun veut s'y mettre pour mettre la main sur la plus grande part. Donc vraiment, c'est un affrontement de mafiosi. Or, aujourd'hui, on doit basculer pour que véritablement on modernise vraiment le transport. Souvent, je regarde nos parents, je me dis, est-ce qu'ils savent que s'ils continuent à agir de cette façon, d'ici quelques années, eux-mêmes, ils ne travailleront plus. Ce métier va disparaître. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'activer les vêtements, mais il faut basculer. La MATCA, pourquoi la MATCA ne pourrait pas se constituer comme une plateforme comme les autres et puis véritablement offrir des services aux gens? On ne comprend pas pourquoi, malgré cette mutation irréversible à laquelle on assiste, mais ils restent accoutés sur des façons de faire qui datent de 1960, 1900. Mais ils seront dépassés dans peu de temps. Pour nous, la question, c'est que les gens ont des intérêts, ils ont une façon de gagner de l'argent. J'allais dire souvent de façon illicite. Et quand on veut mettre de l'ordre dans le secteur sans avoir beaucoup de bruit, et c'est ça le fond du problème. Et les gens ne se comportent pas comme des véritables hommes d'affaires, mais comme des gens qui dirigent des cartels, qui s'affrontent. Et ça, je pense que l'État doit agir à faire en sorte que peut-être qu'il faut les aider à se reformer, à donner une nouvelle allure à leur activité pour qu'eux-mêmes ils en bénéficient. Parce que si on ne peut pas se passer des taxis pour le moment, mais dans peu de temps, mais ça va, c'est une corporation qui va, si elle ne disparaît pas, mais qui va être réduite à sa simple expression. Surtout que l'État est en train d'investir dans la mobilité urbaine. La Sotra qui vient de sans publicité aucune, qui a perdu le privilège au niveau du Grand Abidjan. Il y a le train urbain qui arrive, il y a les BRT, etc. Et puis voilà. Alors, quelle est votre lecture? Est-ce que les vraies personnes qui ont leur voiture, ce sont eux les victimes ou bien ils sont coupables de ce qui se passe? Alors, au détriment des chauffeurs. Les deux à la fois, mais ce qu'il faut dire, le transport est dirigé de façon générale par des personnes dont le niveau scolaire n'est pas très élevé. C'est ça. C'est un gros problème de formation, à mon avis, qui ne sont pas formés à la compréhension de l'évolution du monde, ils ne sont pas formés non plus au syndicalisme. Parce que le syndicalisme a ses règles et ce n'est pas celle-là. Voilà, il ne s'agit pas donc d'utiliser la violence les uns contre les autres. Parce que si on applique les règles du syndicalisme, eh bien, c'est clair que les gens ne prendraient pas les armes les uns contre les autres. Donc, il y a un véritable problème de formation de fond qu'il faut mettre. Et puis, je vais rejoindre Dr Nourdine pour dire que si on n'intègre pas l'innovation technologique dans nos habitudes... La digitalisation. On va disparaître. On va disparaître. Il s'agit de quoi? Des gens ont mis en place une plateforme qui leur permet d'avoir rapidement de la clientèle. Vous êtes sur le terrain, vous faites le même travail. Qu'est-ce qui vous empêche de vous digitaliser et d'avoir votre plateforme qui vous permet également d'avoir de la clientèle? Une plateforme ivoirienne. Hein? Voilà. Donc, cela est possible, mais dans le réseau des taxis-compteurs, cela est possible. Bien sûr. Aujourd'hui, vous n'avez pas un seul taxi-compteur qui met son taxi-compteur, qui met son taximètre. Il n'y en a pas. Eux tous se roulent à la négociation.
Mais à cette allure, vous allez disparaître. Ça. Vous allez disparaître. Je connais beaucoup de personnes qui ont fait les taxis compteurs et qui ont abandonné. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des personnes à qui, quand même, Dieu a fait beaucoup de grâce, qui m'ont tous dit, le taxi, là, c'est pour un moment, hein, quand tu es dedans, tu fais cette activité, il ne faut pas rester, hein, sinon les gars vont te bousiller ton travail. Parce que celui qui est sur le taxi, vit du taxi et il fait vivre quelqu'un d'autre à partir du taxi. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui vivent sur le même véhicule. Donc toi-même propriétaire, qu'est-ce que tu gagnes à la fin? Donc il y a un besoin de changement de mentalité, de réadaptation aux réalités socio-économiques. Surtout que l'État, depuis un moment, avait commencé à injecter des nouveaux taxis dans le circuit, mais pour les aider. Mais finalement, quel est le résultat de ces taxis? On n'a pas de résultat parce que ces taxis ont tendance à disparaître. C'était quand même une nouvelle chance qu'on leur donnait de pouvoir... C'est le renouvellement du parc auto. C'est ça. Du parc auto. Mais ce n'était pas seulement que ça, mais dans la réadaptation de leur métier. C'est ça. Puisque ces véhicules-là marchaient au taximètre. Mais il y a combien aujourd'hui finalement? Tout le monde joue à la négociation. Oui. Tu veux même prendre les taxis, ils refusent. Voilà, ils refusent. Voilà. Et comme je dis, les gens, il va refuser de te prendre à 2500 ici. Il va rouler 10 km avant d'avoir son premier client, avant d'avoir un autre client à 2500. Donc finalement, il y a un problème de formation. Il faut qu'on arrive. On parle de formation. L'imam, vous êtes interpellé. Hein, pourquoi qu'on dise, on ne va pas donner le pourcentage, mais ils sont nombreux, ces frères, nos frères qui sont là-bas. Il faut toucher la foi des gens aussi. Quel est votre point de vue et puis l'idée de renforcer l'aumônerie dans ce milieu-là pour les enseigner? Allez-y, l'imam. Que Dieu nous aide. Amina. Bon, votre casquette d'imam m'amène à vous poser ce type de questions. D'accord. Ces questions technico-religieuses. D'accord, mais permettez-moi d'abord de manifester mon indignation face à cet événement qui est arrivé au plateau là. En pleine journée des tirs dans le centre nerveux de la capitale économique de notre pays, franchement... Dans une période préélectorale. Dans une période très sensible comme ça. Très sensible, où il y a les fake news, la désinformation fuse à... Franchement, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord et je pense que le gouvernement doit prendre des dispositions pour que cela n'arrive plus. Il ne s'agit pas d'attendre que ça se passe pour aller taper, mais il ne faut pas que ça arrive. Il faut anticiper. Voilà. Il ne faut pas que ces gens d'événements arrivent. Voilà. Ça, c'était déjà... Bon, votre indignation. Voilà. Parce que quand on dit que notre pays est un pays, avec tous ces présidents qui sont venus récemment, bon, on ne va pas continuer. Parce que tout le monde pense que l'indice de sécurité est vraiment assez élevé et qu'on est dans un pays fiable. Donc, il ne faudrait pas que ce genre de choses arrivent. Alors maintenant, évidemment, les gens ont parlé de... Effectivement, il faut dire la vérité, il y a un problème, d'éducation, un problème de vision des choses au niveau de toute la frange des transporteurs dans le pays. Et bon, comme vous l'avez dit, malheureusement, nous avons beaucoup de frères musulmans qui ont commencé et qui travaillent dans ce domaine-là. Alors, évidemment, il faut un travail de sensibilisation. La formation, on a dit, mais il faut la sensibilisation. Il faut la sensibilisation. Et puis, faire en sorte que les gens comprennent mieux les situations. Alors donc, je voudrais inviter le gouvernement, parce que moi, ce que j'ai compris, c'est que bon, on a arrêté un gestionnaire. Apparemment, il n'y a pas eu de communication. Le gestionnaire, il a été nommé par un conseil d'administration qui, lui, se repose sur une fêtière, hein, sur une assemblée générale composée des gens d'un métier. Donc, je pense qu'avant de faire ces choses, ou en faisant ces choses, il faudrait quand même prendre soin de mettre tous ces groupes-là au même diapason. Voilà. Ça n'a pas eu lieu. Mais comme c'est un club privé, c'est privé, c'est pas public. C'est ça. Donc, ça n'a pas eu lieu. Donc, ça a créé une sorte d'incompréhension. Et je pense qu'il faudrait que le gouvernement aussi agisse
avec un peu de tact. Inch'Allah. Mais une dernière question, allez-y. Moi, je voulais juste donner une symbolique à nos parents, transporteurs qui nous regardent. Dans peu de temps, quand le métro va commencer à circuler, d'Anyama à Pobo, vous imaginez la rotation de chaque 5 minutes, il aura un train. Vous imaginez, vous pensez que les gens vont prendre encore les Gbaka? Qui va vouloir aller... Et puis il y a le BRT aussi. Le BRT qui continue. Donc nos parents doivent ouvrir les yeux. C'est-à-dire que de façon indirecte, ils vont disparaître. Mais il faut anticiper ce qui va arriver. Parce que ceux qui vont à Bobo et à Djamé, qui sont à Nyama, qui sont à Bobo, ils prennent le métro, ils descendent à Djamé. Ils vont plus prendre les Gbaka là-bas, ça va disparaître. Il faut qu'on leur dise ça. Peut-être que jusqu'à présent, ils ne réalisent pas. Mais d'ici 5 ans, 6 ans, il n'y aura plus de Gbaka sur cette ligne-là. Même s'il doit y avoir des Gbaka, peut-être des... J'ai dit qu'il n'y aura plus de Gbaka. Parce que les habitudes vont changer. Regardez, il parle des VTC. Mais on n'a plus toutes ces habitudes-là. Qui a envie d'aller discuter avec un taximan qui va te dire non, je ne vais pas là-bas, c'est comme ceci. Tu commandes ton truc, il vient te chercher, il n'y a pas de décision, tu t'en vas. Les habitudes ont commencé à changer. Et ces habitudes-là vont être de plus en plus adoptées. C'est comme ça qu'on va vivre. Donc il faut que nos parents ouvrent les yeux. Le transport, il faut qu'ils changent de paradigme. Il faut qu'ils revoient, qu'ils prennent des experts pour leur expliquer, comme l'a dit l'aîné, pour qu'ils comprennent comment on va se réadapter, comment on va se projeter. Sinon, le métier des transporteurs, mais ça va disparaître. Alors, quand je pose la question, je rebondis, est-ce que c'est pas ce qu'a amené le gouvernement avant-hier à prendre une décision pour la Sotra? Pour la Sotra. Mais bien sûr, voilà une aubaine pour eux. Voilà une aubaine, ils peuvent se constituer en groupement d'intérêt économique et véritablement maintenant compétir avec la Sotra. C'est vers ça qu'il doit partir. Mais s'il reste à se tirer les fusils, c'est une occasion qui va venir, mais ils ne vont pas la saisir. Et c'est d'autres acteurs qui vont venir les remplacer. Inch'Allah. Pour la Sotra, il faut dire aussi que la Sotra est déployée maintenant à l'intérieur du pays. Et bientôt, ils vont ouvrir, je crois, à Daloa. Hein. Oui, c'est un champ qui s'ouvre. Donc, du coup, c'était important aussi de casser le monopole, de sorte que les villes même que l'État, enfin la Sotra ne pourra pas couvrir, d'autres opérateurs puissent s'organiser pour couvrir ces villes, mais également qu'il y ait la concurrence à Abidjan sur d'autres modes de transport. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas que le transport par bus, puisque à un moment donné, l'État pense de plus en plus à créer ce qu'on appelle le transport multimodal, où vous prenez un bus, vous descendez, vous faites la continuité avec un bateau, et puis vous allez prendre le métro pour poursuivre votre chemin jusqu'à destination. Donc ça va être un système de transport intégré dans lequel absolument, si vous n'êtes pas bien organisé, vous ne pourrez pas prendre votre place. Inch'Allah. On termine avec vous avant d'aller à la pub et parler d'un sujet aussi important pour les frères musulmans français. Voilà, bon, moi je suis bien d'accord avec... mais le Mouneri, il faut qu'on travaille sur le Mouneri. Je suis bien d'accord avec nos amis qui montrent qu'effectivement, il faut s'adapter aux changements qui viennent. Mais bon... je pense que les gens, ils sont capables de s'adapter aussi. Inch'Allah. Mais c'est leur mentalité qu'il faudrait changer à travers des actions de sensibilisation. Ça peut être des actions à caractère religieux, ça peut être des actions à caractère, je ne sais pas moi, laïque. Par exemple, il y en a qui font des sensibilisations au niveau des gares routières et autres. Donc je pense qu'il faut beaucoup plus... continuer à la sensibiliser. Inch'Allah. Merci monsieur. On espère que la paix va revenir dans cette mutuelle, la mutuelle de transport. Matka, c'est ça, Matka. C'est ça. Voilà. C'est à croire que chaque fois qu'on confie une mutuelle à des particuliers, il y a toujours des difficultés. Ce n'est pas la seule mutuelle d'ailleurs. Inch'Allah. Que Dieu nous aide. On va à la pub, on se retrouve juste après pour parler de ce sujet. Depuis hier, la France, entre guillemets, veut déclarer la guerre à toute la communauté musulmane de France. On va en parler sur ce plateau, juste après. La boutique Al-Bayan vous propose des produits divers à usage quotidien à des prix raisonnables rien que pour vous. Des sacs, des thermos, des gourdes, des parapluies, des joggings, mais pas que. Vous avez également le nécessaire pour accomplir vos prières avec nos voiles pour maman et jeunes filles, des tapis, des hygromètres et bien d'autres. Alors qu'attendez-vous? À chacun son produit estampillé Al-Bayan. Contactez-nous vite au 01 71 14 79 39 ou au 01 72 89 91 51 ou le 05 56 84 75 52. Télévision Al-Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Voilà, retour ici au studio Cheikh Aboubakar Fofana. On vient de traiter deux sujets
au niveau national, à savoir le démarrage des examens à grand tirage, objectif zéro tricherie, fusillade à la Matka, nécessité d'une mutation des mentalités. Enfin, le troisième sujet, rapport sur les frères musulmans en France, le prélude à pression sur les musulmans de France. Nous nous posons la question ce jeudi, le Conseil de sécurité français sous l'égide du chef de l'État français, où il y a un document qui met, qui met au devant les musulmans, notamment les frères musulmans, de s'ingérer dans les affaires quotidiennes de la France. Alors, l'imam, quel est votre commentaire? Est-ce que cela ressemble, ils sont en train de mettre l'islam sous scellé ou qu'est-ce qui va se passer? Quel est votre commentaire général sur d'abord ce document? Est-ce que c'est prémédité? Parce qu'actuellement, avec ce qui se passe au Moyen-Orient, où la France attaque l'Israël de tuer les Palestiniens, est-ce que c'est pas, ils veulent équilibrer un peu leur décision ou bien leur action diplomatique? Alors quel est votre commentaire? Bon, mon analyse, c'est que c'est une affaire franco-française. Vous savez, la France, avec toutes ces années de collaboration que nous avons avec eux, on a commencé un peu à comprendre. J'ai lu quelque part une année un document qui parlait du marketing de la terreur. Le marketing de la terreur, c'est cette tendance-là en situation difficile que les politiciens, c'est une arme politique, que les politiciens ont en situation difficile, de créer la terreur, de susciter la terreur quelque part, et d'orienter l'attention de tout le peuple, de sorte que les gens se ressoudent et que la paix, l'entente mutuelle revienne. Par exemple, si on dit que si on est en train de se battre sur les cuillères et les fourchettes, si on dit que la maison brûle, on va arrêter ça. Et puis on va tous s'associer pour combattre ceux qui viennent pour brûler. Donc voilà un peu. Et c'était un écrit d'un Français, d'un journaliste français, qui a bien défini, et il a pointé du doigt notamment, vous savez, le président Sarkozy vers la fin de son mandat. Il y a eu une affaire comme ça, là où il y a eu des jeunes qui ont été traités de racailles. Voilà, qui ont été traités de choses de... De racailles. Oui. Racailles quoi, de racailles. De racailles. Ouais. Non, mais il y a eu deux jeunes qu'on a accusé d'avoir créé une action de djihad, où ils ont tenté de tuer les gens, et puis bon, finalement, les gens ont réussi à les prendre. Et le président François Hollande aussi, ouais, l'affaire du Bataclan, pardon, Bataclan, c'est ici, le Bataclan. Et puis ensuite, il y a eu un autre cas où il y a eu les frères Kouachi. Ouais, les frères Kouachi. Tout ça. Et quand on regarde le lien de ces deux, c'est que Hollande aussi était en véritable difficulté. Les sondages ne lui permettaient pas de se présenter à un deuxième mandat, au risque d'être ridiculisé. Et Sarkozy aussi, qui était en fin de mandat, qui a perdu, qui cherchait un deuxième mandat. Alors donc, depuis ce temps, je commence à me dire, bon, est-ce que là, un rapport sur les frères musulmans actuellement, dans une France qui est pratiquement déchirée entre les gens du parti... L'extrême droite? Oui, entre les gens d'extrême droite, la droite et puis les gauchistes. Bon, une France divisée comme ça, est-ce qu'il ne faut pas chercher quelque chose pour rassembler tout le monde? C'est-à-dire chercher le bouc émissaire. Chercher un bouc émissaire. Inch'Allah. Voilà. Nourdine, alors moi j'ai lu également que le grand imam, le recteur de la grande mosquée de Paris, Shamsuddin Hafiz, qui a également dit qu'il faut éviter les amalgames parce que les frères musulmans, les Ikhwan, c'est en Égypte, qui n'a rien à voir avec ce que les Français musulmans français, comment ils s'organisent, comment ils arrivent à encadrer religieusement leur famille. Quel commentaire faites-vous de cela? Est-ce que ce n'est pas pour freiner un peu l'élan que l'islam a eu dans ce pays? Les musulmans sont présentés comme la deuxième religion la plus forte en France, même en Europe. Je pense que d'abord, il faut le dire, c'est carrément un problème politique. Aujourd'hui, tout ce qui est fait, c'est pour freiner la montée de l'extrême droite. Et là, vous voyez aujourd'hui, cette façon de faire
le pouvoir français même, c'est les éléments de langage de l'extrême droite qu'ils utilisent. La façon de faire de l'extrême droite qu'ils utilisent. Du coup, c'est les électeurs de l'extrême droite qu'ils visent. Donc Rutolieux se positionne, quoi. Voilà. Et ce qui a produit ce rapport, c'est Retalio, qui est le ministre de l'Intérieur, et qui a, dans les sondages, qui est vraiment en avance sur les autres. Donc pour moi, je vois un ministre de l'Intérieur qui véritablement en train de préparer un positionnement. Il a gagné les élections primaires de son parti. Voilà, dans un positionnement pour les élections présidentielles. Ça, c'est du point de vue purement politique, stratégie politique. Maintenant, la conséquence sur les musulmans. Parce que quand on regarde, ils disent quoi? Qu'il y a une sorte de... Ils dénoncent une sorte de mainmise par la base. C'est-à-dire que dans les communes, comme tel qu'on est organisé, parce que quand il le dit, moi je me vois, dans mon plateau de cuit tel qu'on est organisé, on essaie d'organiser la communauté autour de la mosquée, former les enfants, former les fidèles. C'est ça qu'ils ne veulent pas. Parce que pour eux, ils disent quoi? Que c'est les frères musulmans, ils ont une capacité de formatage des populations à la base pour que véritablement il y ait une sorte de communautarisme. Mais est-ce que les autres ne font pas? Est-ce que les juifs ne font pas ça? Est-ce que les catholiques... Voilà, c'est la grande question. Toute communauté s'organise autour de ses valeurs, autour de ses lieux de culte et autres là-bas, comme le font toutes les confessions. Pourquoi c'est les musulmans qui sont visés? C'est pourquoi la première partie de mon intervention, c'est ça. C'est-à-dire que Retalio, aujourd'hui, il a produit moi, comme vous l'avez dit, je suis communicologue, et fait la communication politique. Quand je vois c'est-à-dire la façon même de communiquer sur... On pourrait dire que, bon, on a produit un rapport simplement. Non, on dit qu'il y a un Conseil national de sécurité. Il y a une chaîne que j'ai regardée, c'était comme un événement. Tu avais l'impression qu'il y avait une urgence, il y avait une sorte de menace. Ça doit être une grave menace. Bon, je ne dis pas le nom, c'est une grande menace. Et on vous annonce, tout à l'heure, il y aura un conseil sous la présidence de Macron, ainsi de suite. Et on sort, on parle d'un rapport qui parle des frères musulmans, qui parle de la mainmise par la base. Vous voyez comment, comme je rejoins Elhadj, on embrigade le peuple, on agite un épouvantail, et l'épouvantail, c'est les musulmans. À la longue, qu'est-ce qui peut arriver? On ne le souhaite pas. Parce qu'il peut y avoir une guerre civile dans ces gens de pays. Parce que si tous les jours, j'allais dire, des nationaux sont mis au banc chaque jour, mais il faut craindre le pire. Parce que quand vous stigmatisez une population, quand vous la mettez chaque fois sur le banc des accusés, vous la marginalisez par rapport à la majorité, mais on a vu partout dans le monde, qu'est-ce qui arrive? Les gens s'organisent autrement parce qu'ils se sentent menacés. C'est ça. Donc il faut les révoltes dans les banlieues. Mais c'est ça. C'est quand les gens se révoltent, mais c'est le ras-le-bol. Mais il faut que la France, les dirigeants français fassent attention. Voilà, les musulmans, au contraire, les musulmans en France sont une chance pour la France. C'est des musulmans, c'est des Français. Ce pas des gens qui sont venus d'ailleurs, ils n'ont pas envahi un pays, c'est leur pays, mais ils vivent leur foi, c'est tout. Et ceux-là, les frères, ceux qu'on appelle les frères musulmans, parce que les associations dont ils parlent, c'est des associations comme nos associations qui sont organisées, qu'ils qualifient de frères musulmans. Les musulmans de France. Voilà, on les stigmatise, mais bien au contraire, c'est ceux-là qui, aujourd'hui, organisent les jeunes, leur donnent l'éducation, parce qu'aujourd'hui, elles prennent des drogues et autres là-bas, la débauche, mais ceux-là arrivent à canaliser ces enfants-là pour qu'ils soient de bons citoyens. Pourquoi c'est ceux-là qu'on stigmatise? Ça, c'est vraiment, moi, c'est une grosse inquiétude. Et on comprend pourquoi de plus en plus de Français musulmans disent qu'ils ne peuvent plus vivre dans leur pays. Ils immigrent au Canada, aux États-Unis. Il y a de grands reportages sur ces gens-là qui ne se sentent plus en tant que musulmans à l'aise en France. Et vraiment, il faut craindre. Et c'est une inquiétude, ça, il faut le dire. Docteur, est-ce que, pour terminer en une minute, est-ce que ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient n'est pas la conséquence de ce que la France est en train de faire? Est-ce qu'il peut y avoir un lien? Parce qu'on a eu 2 jeunes gens qui ont été fusillés à Washington. Non. Tout le monde crie un peu partout. Pourtant, il y a près de chaque jour 50 Palestiniens en train d'être tués par l'armée de Netanyahou. Non, est-ce qu'ils ne veulent pas un peu? Parce que Netanyahou aussi accuse la France d'attiser la haine. Non, je ne pense pas. Bon, ça, je pense que ça c'est un problème de politique intérieure à la France. D'accord. Vraiment, ça, c'est un problème de politique intérieure à la France. Ce qu'on peut dire, c'est que quand vous dites, regardez rapidement, celui qui a tiré sur les Juifs, rapidement, il a été rattrapé. Oui. Pendant que chaque jour, 50 Palestiniens meurent, 30 meurent, personne ne parle. Ouais. Donc vraiment, je pense que le monde va à la dérive. Quelle est votre analyse sur la situation en France? Alors, en France, moi, je pense tout simplement que la France a eu un stade où, c'est vrai, les organisations religieuses musulmanes appelées frères musulmans
sont en train de gagner du terrain en France simplement parce que le catholicisme a perdu un peu du territoire. Les gens, la France qui est la fille aînée de l'Église catholique n'arrive plus, l'Église catholique n'arrive plus à faire recette auprès des Français. Des organisations de jeunesse musulmane se mettent en place. Il y a des structures d'encadrement qui leur apportent des appuis matériels, économiques et sociaux pour leur permettre de redevenir des hommes, d'avoir des valeurs et de pouvoir prendre leur place dans la société. Naturellement, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que des personnes étrangères qui se convertissent à la religion musulmane en France, mais surtout des jeunes Français d'origine française qui ne sont même pas d'origine arabe ou quoi que ce soit, mais qui se convertissent tous les jours à la religion musulmane. Et la France a peur, elle a peur que l'islam devienne la première religion, et comme l'a dit un d'entre eux, qui est le grand remplacement, c'est-à-dire que c'est Zemmour qui le dit, hein. Voilà, c'est Zemmour, voilà, que l'islam ne vienne pas remplacer simplement le catholicisme et pas avoir de conséquences. Alors, question, monsieur, un tour d'état pour terminer. Est-ce que cette mesure-là ne va pas amener l'État français déjà à fermer des mosquées, des écoles, un tour de table? Est-ce qu'il n'y a pas risque d'entrechoc? Par rapport aux frères musulmans, d'une manière générale en France, il y a des mesures de surveillance, il y a des mesures d'expulsion qui ont déjà été prises à l'encontre de certains imams. Oui, il y a un imam marocain là, qui est marié, qui a des enfants. Voilà, mais qui a été renvoyé de la France. Il y a déjà des mesures qui sont prises. Le Tariq a été fermé. Le cas Tariq, même si on n'a pas c'est le cas le plus évident et emblématique, j'allais dire. Mais on passe à une autre étape là, avec ce rapport dont on parle, que je n'ai pas suivi, mais on passe à une autre étape, c'est-à-dire que ce n'est plus une histoire de dire on se contente de faire de la surveillance, mais à la limite on va dire maintenant on va dissoudre des associations, il y a des mosquées qui seront fermées, et ainsi de suite pour que les gens se taisent. Inch'Allah. Vraiment que Dieu les aide, hein. Ouais, c'est ce qu'on peut dire. Merci. Non, mais il faut seulement, c'est pas seulement qu'il fait des doigts, mais ils doivent s'organiser. Non, et puis non, l'État français doit être plus responsable. C'est-à-dire que la France doit sortir de cette hantise contre l'islam qui dure depuis la colonisation, bien sûr. Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire le problème avec l'Algérie aussi? Voilà, mais non, qui dure depuis fort longtemps. Ouais. Ici, on a déporté nos imams. Hein? On a déporté nos imams pendant la colonisation. On a déporté. Maoula, tout ça. Voilà, donc je veux dire que la France a un problème avec l'islam. Il faut qu'elle solde. Or, pourtant, c'est elle qui a été le plus en contact avec l'islam par rapport aux autres pays européens. Donc, à un moment donné, il faut intégrer les musulmans qui sont en France. C'est des musulmans français et il faut les traiter tels et non les voir comme une menace contre la République. Inch'Allah. Merci, monsieur. Merci, imam. Merci, DG, pour votre sollicitude. Merci d'être là aujourd'hui. Ça nous fait plaisir. Merci, docteur. Merci. Et puis, félicitations. Merci à l'ensemble de l'équipe qui a travaillé sur ce projet. Cette émission a été préparée par Yacoub Koné, réalisée par Amidou Koné. Excellent sur le programme. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Désolé.